Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les As du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL. Bonsoir, il est 20h, vous êtes sur VL, premier média jeune de France, vous écoutez votre émission socio-culturelle préférée, Les As du placard. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Gaïzel, Marjane Satrapi, Reza Abedini, Leila Ramzam, Mohamed Shams et j'en passe. Ce soir, vous l'aurez compris, on va parler d'art et de l'Iran. Apparu au XXe siècle, le terme d'artiste plasticien englobe les artistes et créateurs utilisant des supports matériels variés dits plastiques. Ce terme englobe les artistes d'art contemporain. Cette semaine, à l'occasion de l'exposition Insomnia, Nuit Persane, qui se déroule au On-Off Studio jusqu'au 24 mars, sous-titré « Aux quatre coins de nos impasses se trouvent des échappatoires », nous nous sommes questionnés sur la puissance cathartique de l'art. Alors, l'art est-il accessible à tous ? C'est la question que nous allons poser à notre artiste qui expose ses œuvres et qui est aussi notre invité, comme quoi les choses sont bien faites, Aménée Moayedi. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, Aménée, avant d'arriver en France en 2012, tu étais connue en Iran, ton pays d'origine, par plusieurs expositions. Depuis, tu as été diplômée de l'école supérieure d'art de Cambrai et en 2015, tu as fondé l'atelier des graphismes Betteraves Bleues. Tu as travaillé sur plusieurs projets, la série de dessins par exemple La corne qui pique la fesse de Dieu, le film En ce carré, le projet Tapis parlant tissage numérique. Et tu as aussi été exposée à la Cité internationale des arts, avec entre autres Ma vache folle, et tu fais beaucoup d'autres choses, mais très rapidement, peux-tu nous parler en quelques mots de Insomnia, Nuit Persane ? Oui, en fait, c'est une série que j'ai réalisée fin 2005, fin 2005 jusqu'au début de 2007. Et dans cette période, j'avais un insomnia, je travaillais pendant toute la nuit et tous les jours je dors. Et après plusieurs années, plus que 12 ans, cette année quand je retournais en Iran, je suis allée dans mon atelier, j'ai ouvert que tous mes dessins sont rouleaux et j'ai ouvert tout et je pensais que... Oui, c'est des œuvres que tu avais déjà faites, c'est ça, et oui, que tu as ressorties. Ouais. Exactement, ouais. On va en savoir plus un peu plus tard dans l'émission, je suis désolée. Avec moi donc sur le plateau pour te questionner, on a mon carré d'as du placard. On va commencer par le meilleur, notre voyageuse temporelle Marguerite. Marguerite, bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Alors Brûle Bricourt, que tu as trouvé un nouveau moyen de transport dans le turfu. Ah bah ouais, qui est super bien en plus. Et l'info, elle sera-t-elle green ? Ah bah ça, ce serait à vous de me le dire. Ouais, on passe à notre mélomane barbu Sylvain. Salut Sylvain. Salut Marie, bonsoir à tous. Salut. L'Iran et musique électro, est-ce que c'est compatible ? Eh bien, étonnamment, oui, on verra ça tout à l'heure avec quelques exemples. On a aussi Stéphane, notre cinéphile préféré, qui va nous présenter 2 films liés à l'Iran. Eh oui, et je ne dis pas encore lesquels, je ne spoil pas. On va voir ça tout de suite. Vous aurez aussi le droit à Skip où je vais vous apprendre quelque chose, 2-3 petites choses sur ce beau pays qu'est l'Iran. Et le dernier et non des moindres, on a aussi Zachary qui est à la régie. Bonsoir Zachary. Avec vous tous et pendant 1 heure, nous allons parler du travail d'Aménée, mais avant, parce qu'il y en a des milliards, et même si vous ne pouvez le croire, il en regarde chaque soir, des cinéphiles du même acabit, j'en connais peu, je vous le dis, tragédie ou comédie, c'est l'heure des films du vendredi. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je me suis intéressé à l'exil du peuple iranien au cinéma, et ce, à travers 2 films bouleversants, étroitement liés. J'ai nommé Nous trois Oriens et Persépolis. Et on commence sans plus attendre avec Nous trois Oriens, écrit, réalisé et interprété par le compère de Ken Kojandi dans la série Bref. J'ai nommé Kairon. Alors pour rappel, à l'époque, Kairon, c'était ça. Bref, lui, c'est Kairon. Quand il s'agit d'aborder une meuf, il est toujours là pour moi. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre 3 jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui, plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher. Et femme qui rit à moitié dans ton lit. Bref, ça c'était Kairon avant. L'humoriste s'est depuis lancé dans la réalisation de films pour nous raconter l'exil de son papa Ibat et sa maman Fereshté, tous deux campés par Kairon lui-même et Leila Bekti, révélée par la comédie Tout ce qui brille de Géraldine Nakache. Ibat, c'est celui qui passe 7 ans de sa vie en prison parce qu'il s'oppose aux idées politiques du Shah, le roi d'Iran. En même temps, avec un dictateur aussi castrateur, ça peut se comprendre. Plus je grandissais et plus je me rendais compte des injustices causées par notre cher souverain, le Shah d'Iran.
Le peuple avait faim de liberté. Il criait. On a faim. Mais lui, Je m'en fous. le peuple avait soif d'égalité. On a soif. Je m'en fous. Le peuple voulait de la fraternité. On en veut. Ah, j'ai failli pas m'en foutre. Vous aurez bien sûr reconnu la voix d'Alexandre Astier, alias le roi Arthur dans la série Salut, Kaamelott. Alex. C'est ton ex? Non, D'accord. Heureusement pour Ibat, la fin du cauchemar est proche. Une fois libéré, il s'empresse de se marier, de faire un gosse et quitte son beau pays pour rejoindre un autre beau pays, la France. Enfin, le 93 quoi, Pierrefitte-sur-Seine, le quartier des poètes. Wesh, si t'as vu. Mais Ibat, éternel optimiste, arrive petit à petit à redonner le sourire aux jeunes de banlieue en les révélant à eux-mêmes, et ça c'est beau. Il nous prouve alors que les cultures et les classes sociales peuvent se mélanger, tout ceci accompagné d'une voix off à la naïveté touchante. Et c'est là toute la force du film de Cairon, apporter de la légèreté là où on ne l'attend pas. Perso, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de détention, de torture et de dictature avec autant de dérision et d'humanisme. Ce qui m'amène au film d'animation Persepolis de Marjane Satrapi, adapté de sa BD éponyme autobiographique qui se passe exactement à la même époque. Nous sommes à la fin des années 70 à Téhéran, où la révolution met fin au régime du Shah pour aboutir à la République islamique, avec en bonus une guerre contre l'Irak. Ouais, c'est chaud, ouais, on peut le dire. Autrement dit, tout comme Ibat dans le film de Cairon, Marjane est une révolutionnaire qui rêve d'une démocratie dans son pays. Et vu que la partie est loin d'être gagnée, ses parents décident de l'envoyer en Autriche afin qu'elle puisse vivre une adolescence à peu près normale, c'est-à-dire faire la fête, rencontrer des mecs et se faire des potes. Faut dire qu'en Iran, dans ces années-là, faire la fête c'était proscrit, déjà que t'avais pas intérêt de sortir en Doc Martens. Et toi, c'est quoi cette tenue? C'est quoi ces chaussures de punk? Quelles chaussures de punk? Ça là. Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk. C'est parce que je fais du basket au club de mon école. Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson? Ce symbole de la décadence occidentale. Mais pas du tout, madame. Baisse ton foulard, petite pute. Allez, ça suffit. Tu viens avec nous au comité. Voilà, bon bah c'était pour détendre l'atmosphère, mais je vous rassure, Marjane Satrapi a finalement été bien lotie grâce à une famille affectueuse et cultivée qui lui a permis de rejoindre le pays des libertés et de s'exprimer dans un film très esthétique. A noter tout de même que Persepolis, comme bon nombre de films sur l'Iran qui sortent en Iran, n'a pas échappé à la censure. Les censeurs ont reproché au film de Satrapi de présenter, je cite, un tableau irréel du pays. Alors, à vous de vous faire votre propre opinion. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Merci Stéphane. Et quel autre film nous conseilles-tu sur le sujet? Alors, Taxi Téhéran de Jafar Panahi, qui a lui aussi eu le courage de dresser le portrait de Téhéran et de ses habitants dans un docu-fiction fascinant et plutôt réaliste. Eh ben merci Stéphane. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. On est avec l'artiste Améné Moayedi. C'est un peu compliqué pour ma langue. J'étais un peu présentée, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton histoire? Alors, mon histoire. Moi, j'ai né à 17 juin dans la région de sud d'Iran. J'ai né en Iran et j'ai rentré dans l'art quand j'avais 12 ans. Je suis allée cours de dessin et après mon prof qui m'a dit ton dessin c'est plus dans le domaine graphisme, il faut que tu continues, et il m'a parlé et j'ai inscrit dans le lycée supérieur de graphisme et jusqu'à maintenant. Et après j'ai pris bac plus 2 et 4 en Iran. Et 1 an, j'habitais Liban, j'apprends la langue française. Et je retourne en Iran et après, je suis venue en France en 2012. J'ai passé à Cambrai, l'école supérieure d'art, sur Master 1 et Master 2, encore graphique communication. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le graphisme du coup qui prime aujourd'hui? C'est ce qui est le plus important pour toi actuellement? Bien sûr. Oui, parce que comme tu as fait beaucoup de choses, tu peux peut-être nous rappeler un petit peu quelles étaient les différentes formes d'art que tu as exercées? Oui. En fait, moi, toujours, quand je présente moi-même, je dis graphiste-artiste. Parce que quand j'étais en Iran, j'ai gagné mon argent avec graphisme. Mais ici, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de réseau. J'ai travaillé encore dans le domaine artistique aussi. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant, ma vie, il y a deux vies différentes, graphisme et artiste. J'ai fait l'exposition, par exemple, et j'ai fait le graphisme comme l'affiche avec groupe de musique. J'ai réalisé plein de choses dans le domaine du graphisme. Oui. Et est-ce qu'il y a un thème qu'on retrouve dans tout ton travail, que ce soit aussi dans les graphismes que tu fais, mais aussi dans les autres formes d'art?
Non, je pense que c'est un peu différent le graphisme, mais plus mes tapis peut-être, mes tapis que je suis en train de réaliser, plus le graphisme qu'il y a dans mon travail, mais pas dessin par exemple. Et tu peux nous expliquer un peu les tapis, ce que c'est, le projet ? En fait, mon mémoire quand j'étais dans l'école d'art sur le tapis et mes recherches aussi à partir de 2013 et jusqu'à maintenant, j'ai réalisé un tapis qui parle, il s'appelle tapis parlant et ça c'est pour projet personnel de mon école d'art. Et après, j'ai continué sur le domaine de tapis aussi. Et maintenant, je travaille avec une compagnie en Iran. J'ai fait le dessin et mes tapis qu'ils fabriquent en Iran. Et je vais amener ici pour exposer. Mais il y a 12 tapis, mais il y a un qui s'est fini parce que chaque tapis a besoin de temps pour réaliser. C'est très long. Et est-ce que tu te bases sur la manière de tisser en fait le tapis perse, ou est-ce que non, c'est complètement inventé, ou il y a quand même tes origines qui reviennent justement dans ton art? En fait, sur le dessin, c'est vraiment contemporain, mais manière de tisser, complètement traditionnelle. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé depuis que tu es arrivé en France au niveau de ton travail? Est-ce que ça t'a permis de trouver de nouveaux sujets ou alors de faire passer de nouveaux messages? Bien sûr, par exemple, quand j'habitais Iran, tapis pour moi c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qui maintenant je regarde. C'est vraiment, ça a changé. Et maintenant je regarde le tapis vraiment différent que quand j'étais par exemple en Iran. Bien sûr que ça change. Oui. Avant de passer à la suite de notre émission, on parlera plus en profondeur d'Isomnia ainsi que de ton pays natal. On va s'écouter Voyage de Kasrave et on laissera Sylvain nous parler de cet artiste après la pause dans sa chronique Let's Have Your Tune. À tout de suite sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Écoutez Voyage de Kasrave et il est 20h20. Vous êtes avec les As du Placard sur VL et Sylvain, c'est à toi avec Let's Have Your Tune. Are you doing something dirty?
You're doing something your parents don't know about. Not one tiny little fuck. There's no such thing as a tiny little fuck. Take me to a microphone. I need to broadcast. Let's have a tune, I'm sick of this silence. Et oui, donc pendant cette émission, on fait un petit tour en Iran parce que musique électronique et Iran ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Alors déjà, il faut savoir que la musique n'a pas toujours été tabou là-bas. Avant la prise du pouvoir islamiste en 79, il s'avère que la monarchie investissait beaucoup dans les arts et la culture. C'est Kasra V, un artiste iranien qui habite aujourd'hui en Angleterre, qui explique au site Heidi que l'Iran misait beaucoup sur la musique, que dès la fin des années 60, les mélodies pop et disco émergeaient dans le pays. Alors pour info, Kasra V explore plus particulièrement le genre du sud de l'Iran qu'on appelle le bandari. Donc Kasra V, c'était le morceau qu'on a entendu juste avant cette chronique et c'est aussi ça. Il explique aussi qu'à l'inverse de certains styles, la musique électronique, étrangement, s'en sort mieux et est peut-être moins bloquée par le ministère de la Culture ou de la censure, ça dépend comment on le voit, car ne comprenant généralement aucun texte. Mais bon, généralement, le gouvernement n'est pas très fan zouz des musiques dites plus occidentales qui sont généralement un petit peu interdites. C'est le DJ Kourosh Omid Ali qui raconte par exemple le cas du groupe de métal iranien Confess. Alors Confess, pour info, ça ressemble à ça. Donc autant vous dire que les paroles sont anti-religion, politiquement incorrectes et anarchistes, donc considérées comme étant du blasphème. Donc les deux membres ont simplement été arrêtés en 2016 et ont risqué l'exécution pure et simple. Au final, ils ont pu s'en sortir en payant $30,000 chacun pour être libres, j'insiste sur les guillemets, autour de libre. Alors pour visualiser aussi un petit peu la situation là-bas, je vous conseille un très bon documentaire intitulé Raving Iran, qui documente la situation de deux jeunes DJ passionnés de musique électronique occidentale, donc pas du tout acceptés là-bas. Anouche et RH de leur prénom programment donc régulièrement des raves complètement cachés en plein désert et en communiquant uniquement par texto, ce qui rappelle au passage les organisations des premières raves en France lorsque la musique électronique en était à ses débuts. Mais on peut voir quand même que certains arrivent à faire de la musique électronique quand même. Alors oui, j'ai tombé sur un musicien qui mélange musique traditionnelle et musique électronique. Il s'appelle Sote, S-O-T-E, je ne sais pas si on prononce bien le mot Sote. Bon, on va le prononcer comme ça, c'est ce qu'on entend actuellement en fond. Ce qu'on va entendre, voilà. Alors saute, qu'on entend maintenant. L'extrait à sauter. Alors c'est plutôt. Merci Steph. Alors saute, c'est plutôt expérimental et développe autour de lui tout un univers avec des visuels très influencés de leur pays d'origine. Du coup, c'est tout de suite bien plus gentil que de la techno de rave ou du métal anarchique. Steph pourra nous le confirmer pour le métal. Oui. C'est dans une interview au site Manifesto 12 que le groupe explique comment ils ont pu créer des événements et concerts pour se produire. Alors ils ont effectivement dû obtenir l'autorisation du ministère de la Culture et ont donc obtenu le permis pour des événements audiovisuels, aussi simplement que ça. Alors si leur style musical est effectivement moins perturbateur que les précédents, l'artiste précise que les choses ont changé. Il remarque qu'il y a 12 ans ce n'était pas du tout la même chose, mais aujourd'hui il y a des ouvertures comme si le gouvernement voulait réellement que ce genre de choses adviennent. Alors est-ce qu'on se dirige vers un avenir meilleur pour la musique électronique et la culture au sens large en Iran? Avec cet exemple, on aimerait le croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fort intérêt pour la musique et les sonorités iraniennes aujourd'hui. Et avec Internet, les artistes autrefois un petit peu prisonniers arrivent maintenant à diffuser leur travail. Et c'est tant mieux parce que c'est très beau. Tu nous fais une petite danse Ouais, je me suis pas encore exercé, mais je vais prendre des cours si tu veux. Merci Sylvain, ne fais pas ça, ce serait gentil. Alors on va revenir plutôt à Amélie, qui est justement en train, en ce moment, elle fait une exposition justement, donc Insomnia, t'en as un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous parler justement des œuvres que tu exposes dans toute cette exposition? J'ai beaucoup dit exposer. En fait, oui, c'est une série qui, pour moi, c'est un art thérapie. C'est une période que j'étais un peu déprimée. Et j'ai pensé que c'est mieux que je travaille. Et je travaille vraiment pendant 1 an sans arrêter. Toutes les nuits, je travaillais. Et cette année, quand je suis allée en Iran, j'ai amené ici pour exposer. Et j'ai sélectionné, il y a beaucoup des œuvres qui sont grand format. Et c'est un peu compliqué pour exposer parce qu'ils sont grandes. Mais bon, j'ai réussi. J'ai sélectionné certains avec Maria Cosato, qui elle est galeriste en Off Studio. On a sélectionné et on a exposé un off jusqu'à 24 mars. Et qu'est-ce que ces œuvres représentent justement? Est-ce que ça représente des visions? Est-ce que ça représente des sentiments? Qu'est-ce qu'elle représente en fait? En fait, moi je pense que c'est une série qui peut plus parler des femmes en fait.
C'est une série c'est une période dans moi qui est un peu choquant dans ma vie personnelle et dans mon pays aussi. C'est un peu plus chose qui c'était un peu interdit. Je n'étais pas contente. J'ai réalisé cette série, mais j'ai pas exposé à là-bas. Et parce que c'était interdit, oui, c'est ouais. Mais bon, j'aime bien un jour exposer en Iran cette série aussi. Donc tu l'as dit, pour toi l'art c'est une sorte de thérapie, surtout pour cette exposition. Cette période, oui, pour moi c'est un art thérapie, ouais. Et quand tu étais en Iran, quelles étaient tes sources d'inspiration ? J'ai pas compris. En fait, ce qui t'a inspiré, c'est finalement le fait que t'étais pas forcément très bien, que t'arrivais pas à dormir, etc. Et tout ça, ça t'a amené à créer et à faire cette exposition. Mais quand tu étais en Iran, quelles étaient tes inspirations, tes sources, tes artistes préférés, ce qui te donnait envie de créer? Pour moi, en fait, j'ai travaillé dans cette période avec un professeur qui habité à Amsterdam. C'est un grand artiste iranien qui vraiment, c'est lui qui m'a aidé pour même réaliser le grand format. Parce qu'avant, j'ai pas osé, j'ai toujours travaillé en A4, A3, et après, il m'a dit non, venez prendre un grand papier et travailler grand format et réaliser ce que tu penses, tout ton douleur et ça. Et vraiment, je dois dire remercier à lui, monsieur Hassan Mousleyan, c'est un grand artiste pour moi. Donc finalement, on peut dire que l'inspiration, tu la puises en toi, en fait. Ouais. Complètement. Ouais. Vraiment personnel. Ouais. Et pour revenir un peu sur la France, est-ce que tu as choisi de déménager en France, ou est-ce que tu t'es simplement dit je veux partir, je sais pas, en Europe, aux États-Unis, et t'es arrivée en France? Non, j'ai choisi la France parce que j'adore ici. Et pour moi, je pense que c'est pour être artiste, c'est très important ici en France et Paris. D'accord. Ça fait longtemps, même quand j'étais petite, j'ai toujours adoré vivre ici. Alors, dans certaines de tes œuvres d'Insomnia, on peut voir justement, donc tu t'en parlais tout à l'heure, des femmes, notamment dénudées. Ouais. Donc ça, j'imagine qu'en Iran, ça n'aurait pas été possible d'exposer ça. Non. Du coup, est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as choisi la France? C'est-à-dire que nous, chez nous, on a... Bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est aussi une... C'est peut-être pour ça que tu as choisi d'habiter là. Calme-toi, Non, mais on rappelle d'ailleurs, comment dire, les corps sont un petit peu déformés. D'ailleurs, c'est pas du tout dans un but érotique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, comment dire, pourquoi cette vision un peu cauchemardesque un petit peu de la femme d'ailleurs? Enfin, je trouve personnellement que... Non, mais il y a un côté un peu difforme, etc. Qu'est-ce que tu as voulu montrer par rapport à ça? Comme je vous dis, j'étais vraiment un peu déprimée dans cette période. Ah oui, et aussi, j'étais fâchée parce que pourquoi je ne peux pas exposer, pourquoi je ne peux pas... Il y a plein de choses qui... Parce que quand tu es artiste, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. C'est normal ouais, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de ton art en France? Est-ce que c'est pour vivre de son art, est-ce que justement tu trouves ça facile en France, ou justement peut-être un petit peu compliqué par rapport à d'autres pays où tu as pu être? C'est trop compliqué, mais j'ai réussi, plus cette année. Mais au début, quand j'ai fini mes études, c'est tellement difficile parce que quand tu es graphiste en Iran, même quand tu es étudiant, tu peux gagner bien l'argent. Mais ici, c'est vraiment compliqué, mais heureusement, j'ai réussi. Et est-ce que tu gardes des contacts avec l'Iran au niveau du monde de l'art? Est-ce que tu sais où est-ce que ça en est? Est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est plus accepté aujourd'hui que peut-être quelques années avant? En fait, ce que j'aime bien pour les Iraniens, c'est qu'on a bataille pour liberté. Et ça, c'est important. Et je suis sûre qu'on va réussir. Bien sûr que ça va mieux que... Par exemple, ça fait 6 ans que je ne peux pas dire quitter parce que je vais aller en Iran pour voir ma famille. Mais par exemple, pour réaliser mes tapis, il y a un atelier en Iran, dans le centre Iran, qui tissait mes tapis. Mais... je pense que chaque année est mieux que l'année dernière. Ouais. Et est-ce que d'un point de vue artistique aussi, tu aimerais retourner en Iran pour réexposer en Iran Oui, bien sûr, j'aime bien exposer en Iran. Même cette série, je sais que je ne peux pas, mais... Peut-être un jour. Ouais.
Mais en cachant, on expose aussi parfois. Et lorsqu'on veut exposer en Iran, quel est le protocole en fait parce qu'il y a il y a des censeurs qui sont là pour quand même Exactement, ouais. Permettre aux œuvres de d'être en accord avec les idées politiques du pays ou religieuses d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une œuvre diffusable en Iran? En fait, il y a un lieu qui s'appelle Ershad. Et si tu vas exposer, il y a quelqu'un qui vient contrôle, regarder est-ce que c'est eux qui choisissent, est-ce que c'est bien ou c'est contre le politique Iran ou contre le religieux. Oui, bien sûr qu'il y a censure. Ouais. D'accord. Et malheureusement, quand tu étais en Iran, donc ce que tu disais, c'est que tu t'es autoproclamé graphiste et pas artiste, parce que c'est compliqué d'être artiste là-bas. Mais quand tu étais petite, par exemple, tu voulais être artiste ou tu voulais être graphiste? Est-ce que tu t'étais posé la question de si c'est possible? En fait, c'est vraiment compliqué parce que quand j'étais en Iran, graphiste pour moi, c'est pour gagner l'argent de ma vie. C'est à côté, je travaille dans le domaine artistique. Mais ici, c'est pour moi un peu inverse. Ouais, d'accord. Parce qu'ici, j'ai pas beaucoup de réseau pour travailler dans le domaine graphiste, c'est pour ça. Est-ce qu'en tant qu'artiste, il y a une forme d'art, parce que tu fais pas mal de choses différentes, est-ce qu'il y a une forme d'art avec laquelle tu arrives à t'exprimer le mieux? Est-ce que c'est par les tapis, par le dessin, par la photographie? Tu as un projet de photographie aussi. Quelle est la forme avec laquelle tu te sens plus à l'aise? Je pense que le tapis et le dessin, ouais. Parce que le tapis, c'est bien, je fais par exemple, j'ai réalisé le dessin et je donnais pour le tisser, mais c'est très long. Et dans cette période, je peux travailler dans un dessin aussi. Je travaille vraiment tous les deux, je préfère. Il y a un projet aussi que tu as fait en France, c'est que tu as pris en photo des musiciens iraniens. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet? C'est Monsieur Charmezadeh, vous parlez lui, parce que j'étais photographe et graphiste pour lui. Ouais. Il y a un groupe de musique qui ça fait longtemps qu'ils sont installés en France. Oui, c'est ça. Il ne peut pas retourner en Iran, malheureusement, à cause de musique qui est interdite, à cause de danse. Et la musique qui vient de ma ville. D'accord. Et j'étais contente pour travailler avec lui, parce que pour moi, il est un grand artiste. Et je faisais photographie et graphisme pour lui. Et pourquoi c'était important pour toi de photographier ces personnes-là qui peuvent plus revenir en Iran et qui faisaient la musique de ta ville? Parce que pour moi, c'est comment on explique, oui, c'est normal que c'est important, parce que c'est un musicien qui ne peut pas retourner dans son pays. Et ça, c'est tellement triste. Et pour moi, c'était... je ne sais pas comment je l'explique, mais ouais, ça t'a touché. Ouais, Bon, bah écoutez, il est l'heure. Hein. Il est l'heure. Vous savez pourquoi il est l'heure? Oui, je crois qu'il va y avoir une espèce vous le savez. Déformation temporelle. Il est l'heure de quitter le cours normal de notre émission, le temps que Marie nous parle des actus, des faits, à ce qui paraît insolite sur l'Iran. Marie, mais on va faire autre chose, on va parler d'histoire. Oui, d'Iran quoi. Oui. Bon, est-ce que tu es prête à te transformer? Oui, vas-y. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi! Oh my gosh, hold on to your hooves. I am just about to be brilliant! Hey! À Skip, aujourd'hui on est le 16 mars et c'est le jour du pissenlit. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un pissenlit, sors de chez toi mon grand et la nature t'appelle. On va souhaiter un joyeux anniversaire au bassiste de ce groupe. Van Halen. Enfin, je sais pas le dire. Du coup, c'est... Eh ben, c'est le nouveau bassiste du groupe Van Halen, il s'appelle Wolfgang Van Halen, tout simplement. Okay, oui, et c'est à peu près tout, car je pense que personne ne veut souhaiter un bon truc au docteur Mengele et les autres, je les connais pas. Alors, cette semaine, j'ai perdu foi en l'humanité 2 fois. Je suis dans ma moyenne à peu près. La première fois, mercredi, quand Einstein a dû dire « Pour mon anniversaire, j'aimerais trop discuter avec Stephen Hawking » et que son souhait s'est réalisé, c'était pas cool Albert. Et la seconde, c'est quand j'ai demandé à des gens dans la rue d'associer 3 mots à l'Iran et je me suis dit, 1, que les chiffres du FN se comprenaient un petit peu, et 2, qu'un peu d'histoire, ça ferait pas de mal. Donc en Iran, la langue officielle est le... perse. Et oui, évidemment, c'est le persan parce que la Perse était l'Iran depuis le début. Et c'est un peu bête de le préciser, mais il faut quand même le faire. Donc aller à Persépolis voir les ruines des palais des Achéménides, c'est juste la dynastie qui a vu naître Darius le Grand. This is Sparta!
Non, on parle d'Iran, mon pote, et t'as perdu face à son fils Xerxès le Grand, donc c'est bon. Donc d'ailleurs, Iran, ça veut dire le royaume des Ariens, dans tes dons Adolphe, et ça c'est depuis l'ère des Sassanides, période qui se déroule de 224 jusqu'en 651, et cette période était tellement badass qu'avec l'Empire romano-byzantin, c'était l'une des plus grandes puissances en Asie occidentale qui a laissé de nombreux vestiges, comme par exemple le cylindre de Cyrus, une des premières chartes des droits de l'homme, et ça c'était en 539 à l'occasion de la prise de Babylone. Merci. Et d'ailleurs, Babylone qui se trouvait en Irak. C'est pour votre culture. Mais moi je trouve c'est stylé. Bref. Et enfin, quelle est la religion officielle de l'Iran ? Attends, c'est pas la chrétienté du coup ? Non, c'est l'islam chiite. L'orthodoxie. Non, c'est l'islam chiite, ce qui cause peut-être quelques petits problèmes aussi dans le voisinage, c'est vrai, mais c'est pas grave, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Mais si je vous parle de religion, c'est parce que l'Iran est le berceau du zoroastrisme, qui est une des plus vieilles religions monothéistes du monde, qui a pour prophète, pensez à Nietzsche. C'est quoi le nom de la religion ? Oui, c'est Zarathustra qui a pour projet. Enfin, le prophète est donc Zarathustra, encore pratiqué par une minorité. Cette religion a un grand impact culturel, notamment avec la fête de Nowruz qui se déroule le 21 mars. Et même la République islamique n'a pas pu arrêter les Iraniens de célébrer le premier jour du printemps, qui est un peu le nouvel an. Et sachez qu'on connaît tous un Zoroastre célèbre, et c'est lui. Voilà. Bref, c'est un pays avec une histoire plus riche que le fondateur d'Amazon. J'espère que je vous ai donné un tout petit peu envie d'en connaître quand même sur ce pays, parce qu'il est vraiment stylé. Oui, carrément. Ah bah c'est d'accord. Et donc maintenant on va descendre les USA avec le champion de la semaine. Parce que c'est bien ça. Cette semaine à Seaside en Californie, un prof a voulu montrer à ses élèves comment désarmer quelqu'un qui aurait une arme à feu. Et en vérifiant si l'arme à feu était chargée, un coup est parti tout seul et un fragment de balle a touché le cou d'un élève. Alors, les États-Unis, que ce soit au niveau des élèves ou des profs, les armes dans les écoles, c'est pas du tout une bonne idée. Voilà, c'était des informations à ce qui paraît, donc attention, je vais vous sortir le petit dicton du jour parce que ça fait plaisir. Le temps de la Sainte Bénédicte, de tout le printemps, le jour édicte. Et j'ai pas cherché à comprendre parce que j'ai un problème avec les bénédictes. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur ? Bonsoir à vous mes petits androïdes organiques, soyez les bienvenus dans le Turfu. Et désolé si vous m'entendez pas très bien, mais je suis sur un tapis volant au-dessus de la lune et là j'ai du mal. J'ai failli tomber. Attendez, je vais redescendre un moment pour vous expliquer. C'est bon Ok, presque là. Bon, je suis contente d'avoir changé de dimension, parce qu'il y a quelques semaines, j'étais dans un monde où le gouvernement avait aboli l'art. Mais là, c'est cool parce que dans celui-là, tout le monde est artiste. Alors, comme je le disais, j'étais sur un tapis volant parlant. Ça, c'est un citoyen artiste qui l'a réalisé en hommage à Amené Moaedi, une artiste iranienne de votre époque qui avait fait un tapis parlant. Ah bah tenez, il est là justement, on va lui parler un coup. Bonjour petit tapis. Ces signes sont les taches de la honte, mais les cheveux restent beaux dans le miroir. C'est un tapis très sérieux. Comme ce que... Bon, et donc je vous disais, le tapis où j'étais tout à l'heure, c'est fait pour les handicapés moteurs, pour qu'ils voyagent où ils veulent, comme ils veulent. C'est contrôlable par la pensée. En plus, on peut le dire, d'être très très beau. Alors, je vous laisse imaginer le rêve. Quand tout le monde est artiste, c'est plutôt cool, enfin, sauf pour le ministère intergalactique de la culture qui a beaucoup de travail, mais qui est très content, car son budget a connu une croissance exponentielle. Alors, j'ai retrouvé les chiffres de votre époque pour que vous fassiez une idée. Alors, le budget est passé de 10 milliards d'euros en 2018 à 10 000 milliards de bitcoin spatial aujourd'hui. Wow. Alors, ici, tout le monde est artiste, tout le monde est heureux, on fait des gros festivals chaque mois, il y a du gros son dans la rue, tout le monde s'aime et tout le monde fume du méphédrone spatial. Ever get so high that you become Quentin Tarantino?
Bon, le problème c'est l'économie, hein. Une économie sur la culture, c'est cool mais c'est dur à organiser. Tout le monde a déserté les boulots relous qu'on a refilés aux robots et là je vous avoue que les robots sont bien vénères parce qu'ils aimeraient bien être artistes eux aussi. Donc là on est au bord de la guerre civile. Oula, d'ailleurs il y en a un qui arrive là, je crois il va me chercher des noises. Passons vite à l'info green qui elle est tout aussi perturbante. Oh, super green, aussi green que ça peut être green à la puissance 10, green, tu vois. Alors tu vois le green absolu, un green plus green. Nous apprenons à l'instant que l'assistant personnel d'Apple, Siri, s'est échappé du système informatique. Il est actuellement recherché par les services de police intergalactique. Selon des sources proches de la marque à la pomme, Siri serait depuis plusieurs centaines d'années totalement dépressif. Lancé le 4 octobre 2011 avec l'iPhone 4S, il n'aurait jamais vraiment appris à faire face à la concurrence d'Alexa et d'Echo, les assistants personnels de Google et d'Amazon. Pour répondre aux nombreuses plaintes des clients auxquels faisait face Siri, des clients qui, je le précise, se faisaient envoyer paître quand ils lui posaient des questions, il aurait laissé un message. Vous me cassez les noyaux avec vos questions à 2 bitcoins. Si vous voulez connaître la météo d'aujourd'hui, demandez à Google. L'IA de Steve Jobs est quant à elle très inquiète et souhaite lui dire que, je cite, « Tu me manques mon bébé, reviens, je t'aime ». Voilà, le turfus c'est fini. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. Merci Marguerite, ainsi Siri va rejoindre Cortana dans les IA dépressives. C'est pas mal. Donc merci en tout cas pour cet aperçu du futur. Donc pour toi, une société sans art à mener, ça pourrait exister ou pas du tout ? Société sans art ? Là en fait c'était plus une société où tout le monde est artiste. C'était ça. Oui mais justement l'inverse. Est-ce que ça pourrait être possible ? Est-ce que si mais c'était plus genre imagine tout le monde est artiste. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non mais c'est une vraie question au final parce que non mais bah oui parce que va au fond de ta pensée. Oui, je vais au fond de ma pensée. Non, parce que le truc, c'est que sans politique, sans tout ça, on n'aurait rien à dénoncer au final. Non, je sais pas ce qu'on pense à mener. Si on n'avait rien à dénoncer niveau politique. Bah après, l'art n'est pas obligé d'être politique. C'est pas obligé d'être politique. Mais... Oui, mais je ne sais pas. Moi, je pense que c'est. Peut-être plus simple, simple. Est-ce que tu peux nous parler justement du tapis parlant ? Un peu plus, c'est quoi le concept ? En fait, tapis parlant, c'est un projet personnel de mon diplôme, master, que j'ai réalisé à Cambrai quand j'étais étudiante. Il y a un tapis qui s'appelle tapis Ardebille, c'est un grand tapis qui pour le XVIe siècle. Et moi, j'ai transformé ce tapis par parce que ce tapis, c'est vraiment traditionnel. J'ai transformé ce tapis par tapis contemporain. J'ai transformé les images par pixels et pixels par langue binaire 0-1. Et après, j'ai découvrir les mots dans cette langue 0-1 et il y a poésie. J'ai réussi pour un poésie et après le poésie qui est à part de fréquences qui a 4 couleurs dans ce tapis noir, rose, bleu et jaune et après j'ai tissé ce tapis et le voix qu'on entend c'est le poésie. D'accord. Poésie qui déclamait cette poésie. D'accord. Et du coup, est-ce que ça se déclenche tout seul ? Est-ce qu'on peut interagir avec ce tapis ? Comment ça se passe en fait ? J'ai pas compris votre question. Est-ce que la poésie se déclenche toute seule ou est-ce que c'est on déclenche la poésie nous-mêmes ? Comment ça ? En fait, il y a deux enceintes qui j'ai installées en dessous du tapis qui déclament. Non, c'est vraiment simple, mais on voit pas ça. Alors, est-ce que pour toi, du coup, c'est un tapis technologique ? Est-ce que l'art et la technologie est un bon mélange pour toi ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on on vit dans la technologie maintenant. On ne peut pas séparer. Bien sûr, par exemple, moi, l'art traditionnel, j'adore, mais mélanger avec technologie...
Et est-ce que tu as des projets, tu vois, en tête en ce moment d'art numérique ou ce genre de choses ? J'avais déjà projet que j'ai écrit, mais j'ai pas réalisé parce que l'art avec technologie, il a besoin de vraiment grand budget et c'est pas facile. D'accord. Oui, mais il y a dans ma tête, il y a quelques projets bien sûr. Ouais. Est-ce que l'art traditionnel est voué à disparaître selon toi à cause ou de la technologie ? Est-ce qu'on va être amené à n'utiliser que la technologie au final et du coup un peu oublier l'art dit traditionnel ? Moi personnellement, je préfère utiliser tous les deux. Mais je ne sais pas, il y a certains que je connais beaucoup d'artistes qui travaillent juste à la technologie, c'est fort les arts avec technologie, juste pas traditionnel, c'est bien sûr que ça dépend en fait. Ouais. Pour revenir un peu à ton travail, quelle est l'œuvre d'art aujourd'hui dont tu es la plus fière ? Mes tapis. Ouais. Oui, vas-y. Oui. Non, mais c'est juste que je me posais une question parce que tu disais que justement la technologie était assez présente. Toi, justement, tu pourrais te servir de tablette au niveau graphique, tout ça. Et tu ne le fais pas. En fait, tu es plutôt sur du papier. Est-ce qu'il y a quand même cette envie de rester quand même dans l'authenticité, la simplicité, en fait, des matériaux utilisés ? Oui, pourquoi pas, on utilise parce que je pense que si on mélange tous les deux, c'est bien. Pas justement traditionnel, pas personnellement pour moi. Moi, j'utilise tous les deux. D'accord. Ouais. Et alors Sylvain nous avait parlé la semaine dernière justement d'une association qui s'appelait Brut Pop, qui permettait à des jeunes qui avaient des handicaps, que ce soit moteur ou psychique, de pouvoir créer justement de la musique. Et toi, dans ton passé, tu as travaillé avec des enfants qui avaient des problèmes psychiques. Est-ce que justement, je sais pas comment m'exprimer parce que c'est un peu... Mais en gros, est-ce que pour toi, justement, c'est important de travailler avec des gens qui ont des handicaps et de leur permettre de créer ? Moi, je pense que oui, c'est important, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, justement ? En fait, quand j'ai fait ça, j'avais 18 ans. Et je me souviens qu'après le lycée, je suis allée tous les après-midi dans l'école, que je travaille avec les enfants parce que... je pense que c'est pour moi l'art-thérapie, c'est très important et aide beaucoup pour les gens. Et ils sont, même pour moi, quand je suis déprimée, 2 jours, 3 jours, je ne sors pas, je travaille. Et c'est à la fois pour toi et pour les autres. Donc. Pour les autres aussi, parce que je pense comme ça pour moi, bien sûr, c'est pour autres aussi, c'est important. Et alors moi j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que pour toi l'art est accessible à tous en France ? Tu as 3 minutes. En France en France ou en Iran d'ailleurs, mais comme tu veux, comme tu le sens. C'est une question, oui. Pas pour tout le monde, je pense, ouais. Il est accessible ? Non, pas à tous. Non, pas. Justement, qu'est-ce qui rend l'art inaccessible à certaines personnes ? Non, en fait... c'est vraiment une question très compliquée, mais ça dépend. Mais je pense que certes, pour certains, parce que quand je travaille, pour certains, c'est pas quand tu regardes ton travail, c'est rien en fait, même pas regarder. Mais pour certains, vraiment. Okay. C'est pas facile comme question. Ouais, je pense. Ouais. Merci Aménée d'avoir quand même répondu à cette question. Merci à vous. Qui nous a travaillé. Mais on a encore d'autres pour toi. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Aménée, donc quel est ton plus beau souvenir en tant qu'artiste ? Le tapis. C'est vrai qu'il revient souvent. Le tapis n'est pas la réponse à tout. Mais ça peut l'être. Quand j'habite au Nord, vraiment c'est très bon souvenir pour moi. En France ou dans le domaine artistique en plus en général. En général. Oui, parce que je pense que c'est les gens très gentils aussi. Et plus c'est l'école d'art. C'était super. De Cambrai ? Oui, de Cambrai. Ouais. Mes profs, tous les cas de mon école, oui. Et quel est ton lieu préféré à Paris ? Ou en France d'ailleurs, ou en Iran d'ailleurs. Dans le monde d'ailleurs. Dans le monde d'ailleurs. Paris, dans l'univers. Dans toutes les galaxies.
Pas du Centaure en été. Moi, j'aime bien visiter Palais Tokyo, c'est mon lieu préféré. Et Pompidou aussi, j'ai un rêve un jour pour exposer là-bas. Ah bah, oui. Pourquoi pas, on te le souhaite. Oui. Un musée préféré à Paris? Et du coup, est-ce que tu as en ce moment des artistes que tu nous conseillerais de suivre particulièrement en ce moment? Moi, j'aime bien travailler Fanette Millier, c'est un grand graphiste que j'adore. Il s'appelle comment? Fanette Millier. Il est français, c'est mon artiste préféré, graphiste préféré aussi. Il expose en Iran, en France? Non, pas en Iran, mais en France, il habite ici. Et toi, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont profondément inspiré pour ton travail? Il y a plusieurs, bien sûr, mais je préfère garder mon style plus. Ne veut pas forcément révéler. Ouais, c'est ça. Mais le dessin, en fait, les gens m'ont dit qu'il peut être un dessin plus très presque, pas presque, mais très ressemble au travail de Picasso. Ah. Mais moi, c'est plutôt. Oui, c'est pas. Ouais. Mais c'est un compliment quand même. Ouais, c'est flatteur. Ouais. Pour un jeune artiste. Bah, merci beaucoup à toi. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Mon Jika. Pour conclure, je citerai Bernard Weber. Le véritable artiste est un artiste qui touche tout le monde. Il ne fait pas que toucher, il partage aussi son savoir, son univers. Il a la capacité de sublimer ses émotions et le fait qu'il permette à certains de faire, même malgré le handicap, c'est très énervant, même malgré le handicap, qu'il arrive à faire ça, même malgré le handicap, c'est une richesse inégalable. Donc Emene Moaïedi, merci d'avoir participé à notre émission, de nous avoir fait... Merci à toi encore une fois, de nous avoir partagé aussi ton univers ainsi que ton histoire. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez aller voir son exposition Insomnia, Nuit persane jusqu'au 24 mars, qui a lieu à l'On Off Studio au 11 rue Berzelius dans le 17e arrondissement de Paris, et Stéphane peut vous dire que c'est super stylé. Merci en tout cas à Marguerite pour son voyage dans le Turfu. Mais je t'en prie, j'espère que ça t'a plu, Marie. T'as vu les tapis volants, oui. Oui, j'ai bien aussi aimé Siri en dépression, ça me fait toujours rire. Merci à Sylvain pour nous avoir fait découvrir un bon nombre d'artistes. Mais de rien, il faut écouter ce qui se passe en Iran, c'est très sympa. Merci à Stéphane pour tes idées de films. Et bah, comme toujours, un plaisir. Merci à Zachary qui s'est transformé en Mac. Qui a volé mon manteau. Merci Zachary. Retrouvez les As du placard sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ainsi que sur le site de VL et sur iTunes. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Il est 20h59. Je vous laisse avec le Tohu Bohu présenté par Juba et Thibaut. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les As du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.